Et bonjour à Adrien. Bon début de semaine qui va être chargé au rayon politique. Bonjour Adrien. Figurez-vous qu'il est même ministre en charge des transports, ministre délégué, mon cher Pascal. Effectivement, un ministre qui cette semaine va avoir à gérer également les grèves dans son secteur demain et peut-être mercredi et samedi, on en parle. Bonjour Clément Beaune. Bonjour Adrien Jean. Merci beaucoup d'être là ce matin. Demain, donc, nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. Les transports seront très perturbés, ça c'est acquis. Reste un point d'interrogation sur la suite de la semaine et en particulier sur la journée de samedi qui sera aussi une journée de départ en vacances. Est-ce que vous demandez aux syndicats de renoncer à la grève pour ce jour-là précisément ? Alors j'appelle effectivement les organisations syndicales à la responsabilité pour samedi 11 février. On voit d'ailleurs qu'il y a des débats au sein des organisations syndicales. Certaines ont déjà indiqué, au sein de la SNCF par exemple, qu'elles ne souhaitaient pas que samedi soit une journée de grève pour ne pas perturber les départs en vacances, qu'elles appelaient la mobilisation. C'est évidemment leur droit. Et donc je sais que ce matin encore, il y a des discussions, je crois pour la CFDT par exemple. Donc je pense qu'on a besoin de respect et de responsabilité. La grève, c'est un droit. La mobilisation, c'est un droit. Ça, c'est la décision des organisations syndicales. Enfin, dans le choix qu'on fait de ces dates, de ces formes de mobilisation, je crois qu'il faut prendre en compte cela. J'entends certains qui disent les vacances de février, les vacances d'hiver, c'est le ski pour des familles bourgeoises. C'est pas ça. C'est beaucoup de Français qui vont parfois connu des galères à Noël pour se retrouver, qui vont essayer de se retrouver en famille. C'est toute la zone B qui part ce samedi. Donc je pense qu'on a besoin en effet de responsabilité, de ne pas perturber les départs en vacances de samedi. C'est possible. Je pense qu'il faut prendre cette décision dans les heures qui viennent. Avant qu'on poursuive sur ce sujet, juste un point de détail. Si on est concerné par des annulations, dans quelles conditions pourra-t-on se faire rembourser ? Est-ce qu'il y a un coup de pouce extraordinaire cette fois-ci ou on sera dans des conditions classiques ? Bon, ce sont des conditions qui ont été rappelées d'ailleurs encore hier par la SNCF. Quand on a un train grande ligne, Intercité ou TGV, on peut évidemment l'échanger gratuitement ou se faire rembourser pour les jours de perturbation comme ce qu'on connaît demain, peut-être malheureusement d'autres jours. Donc il n'y a pas aujourd'hui de geste commercial supplémentaire, mais chacun peut évidemment ne pas être pénalisé financièrement par les perturbations qu'on connaît. Alors sans attendre ces perturbations, il y a certains élus LR, des sénateurs en particulier, qui disent vouloir déposer à nouveau une proposition de loi pour, je cite, interdire la grève dans les transports, les jours de départ, de retour en vacances, les jours fériés. Bon, sur le fond, eux-mêmes savent certainement que ça a à peu près aucune chance de passer, mais c'est aussi une manière de vous dire à vous, gouvernement, il faut faire plus sur le service minimum. Est-ce que vous pouvez faire plus ? Écoutez, moi je suis pragmatique et je veux bien qu'on regarde, parce que c'est le but, comment minimiser, en cas de grève, qui est un droit, évidemment, les perturbations concrètes pour les usagers. Mais moi j'aime pas les slogans et les débats ressassés. Le service minimum, c'est un slogan en réalité. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs le débat a eu lieu, les LR le savent bien, sous le président Nicolas Sarkozy. Il y a une loi qui s'appelle service minimum, qui en réalité n'instaure pas un pourcentage de services dans les transports, prévoit un meilleur dialogue social, prévoit qu'il y a 48 heures de délai de prévenance pour une grève, c'est ce qu'on a aujourd'hui, ce qui permet quand même de limiter un peu les Et on perturbations. pourrait augmenter ce délai ? Alors, c'est une piste qu'il faut regarder, je vais vous dire très honnêtement. Faisons le débat, il est compliqué, il crée des tensions, des interrogations sur les retraites. Après, on se posera la question. Mais de manière respectueuse du droit de grève, qui est un droit constitutionnel qui protège tout le monde, quoi qu'on pense de telle ou telle grève, et de manière efficace avec la boussole qui est la protection des usagers. Mais aujourd'hui, la pourcentage protection des usagers vous paraît suffisante ? Non, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux. Ce qu'on a vu par exemple à Noël à la SNCF, Mmh. ça a, avec très peu de délai, beaucoup perturbé les vacances sans que personne comprenne très bien. Les organisations syndicales elles-mêmes d'ailleurs étaient dépassées. Donc on peut regarder comment on peut travailler sur les délais, mais ça veut dire un débat législatif, donc il faudra qu'il vienne peut-être en son temps. Je pense que plus pragmatiquement et plus rapidement, j'ai demandé d'ailleurs aux entreprises publiques, SNCF et RATP, de renforcer ce qu'elles font déjà, c'est-à-dire qu'elles font appel à des personnes volontaires évidemment, qui peuvent conduire un train, être chef de bord, améliorer les choses. Ça vaut pour cette semaine déjà ou c'est Alors, pour l'avenir, ça ? Vous savez que déjà, quand il y a un pourcentage de grévistes, sans être trop technique, il n'y a pas le même pourcentage de trains ou de métros annulés, parce qu'il y a justement des gens qui sont mobilisés, encore une fois, évidemment, de manière volontaire, sinon on ne respecterait pas le droit de grève. Les entreprises publiques, qui ont la responsabilité du service public des transports, peuvent sans doute faire mieux à cet égard, et la SNCF et la RATP y travaillent régulièrement. Ça, je pense que c'est une piste concrète, cette mobilisation interne. Et puis, on parle souvent d'un modèle à l'italienne. Alors, je voudrais qu'on dissipe là aussi des fantasmes où il y aurait des jours ou des plages horaires qui sont préservés. Je rappelle qu'en Italie, ça n'est pas décidé par la loi, ça a été fait par le dialogue social.
par des accords sociaux dans certains secteurs. Et ou dans c'est un certaines bon entreprises. modèle? Tout ce qui vient du dialogue social et qui permet, par un accord entre les syndicats et la direction, d'avoir quelque chose qui rend un meilleur service public, oui, je pense que c'est bien. Honnêtement, on n'est pas dans des conditions de dialogue ou d'apaisement aujourd'hui qui le permettent sans doute, mais je pense que après la question des retraites, ce sera une bonne discussion à avoir des grandes entreprises publiques. C'est toujours le dialogue social qui permet d'éviter ou de sortir des crises, j'en suis intimement convaincu. Alors effectivement, aujourd'hui, vous avez raison, on n'est pas dans un dialogue social très fluide et pour cause, demain encore dans la rue, même le renseignement territorial s'attend encore à peu près 1 million de personnes, un niveau comparable aux dernières mobilisations, peut-être en léger tassement, mais toujours très haut. Et puis si on en croit les enquêtes d'opinion, il y a toujours une très large majorité de Français qui est opposée à votre projet de réforme des retraites, 69% d'opposition d'après l'IFOP encore hier. Ça a inspiré ce commentaire au député insoumis François Ruffin: quand tout un pays dit non, avec cette constance, cette ampleur, c'est un danger que d'avoir un pouvoir qui passe par-dessus. Pour lui, c'est pas simplement la rue qui s'exprime, mais bien le pays. Qu'est-ce que ça vous inspire? Deux choses. D'abord, c'est pas anodin quand il y a des mobilisations très fortes et quand il y a le 19 janvier, le 31 janvier, je ne sais pas pour demain, mais des mobilisations qui ont déjà été importantes. Ma conviction profonde, c'est qu'il peut y avoir, évidemment, c'est une partie de ces mobilisations, des oppositions à la réforme des retraites. Je relève que la réforme des retraites, c'est toujours une réforme d'effort. Et il n'y a aucune réforme des retraites qui a été populaire. On peut comparer les mobilisations, mais il y a toujours eu de fortes oppositions. Je suis convaincu aussi, je le vois d'ailleurs dans ma circonscription, en allant sur le terrain, en échangeant avec des agents de la RATP, de la SNCF, qu'il n'y a pas que le sujet des retraites, j'en suis convaincu, qui suscite de la colère, de l'indignation ou de la mobilisation. Dans ce cas, ça veut dire que les gens Il y a ont la- beaucoup de reproches à vous faire, et pas que la réforme Mais des retraites. peut-être, permettez-moi d'avoir cette hypothèse, peut-être pas qu'au gouvernement en tant que tel. Il y a de l'inflation, il y a des questions sur le pouvoir d'achat, il y a un contexte économique qui est difficile, pas qu'en France d'ailleurs, objectivement. Et donc je pense que des endroits, des petites villes d'ailleurs, on n'a souvent pas vu de mobilisation, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus large que la seule question des retraites. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien entendre. On y reviendra peut-être, la Première ministre a fait encore hier un certain nombre On d'ouvertures, va en de parler. mouvements, et le débat parlementaire permettra de les consolider ou d'en avoir d'autres. Bon, ça c'est très important. Après, et c'est là que je ne serais pas peut-être surpris, j'ai une vraie différence avec François Ruffin, qu'on entende un mouvement de protestation sociale, qu'on respecte les mobilisations syndicales en particulier, mais qu'on ne confonde pas les choses. Le vote d'une réforme, ça se fait au Parlement. Et il y aura d'ailleurs des députés insoumis, il y aura peut-être des députés d'extrême droite, il y aura d'autres députés qui s'opposeront à la Mais si le réforme. gouvernement a C'est leur bougé droit. jusqu'ici, c'est aussi parce qu'il a écouté les syndicats et les Français, et qui ne sont pas au Parlement pour autant. Et peut-être un certain nombre de groupes parlementaires dans la discussion aussi. Mais je veux dire, à la fin, il y aura une discussion, tant mieux, de 15 jours au Parlement, c'est 2 fois plus que les précédentes réformes des retraites. Il y aura un vote, je souhaite évidemment que cette réforme soit Enfin, il y aura un adoptée. vote, il y aura peut-être un vote. À Parce la que- fin, il y aura forcément un vote, Adrien Gendron. Ah bah, vous Enfin, le pouvez faire processus. adopter la réforme juste par ordonnance ou par 49.3. Ah, mais la Vous première nous ministre- dites donc que c'est exclu. Il n'y aura Non, la ni première réforme par ordonnance, ni réforme Pardon, par ce que je veux dire, c'est 49.3. que la norme, d'abord, c'est qu'évidemment, même pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale, où il y a des règles particulières, il y a des votes. J'espère d'ailleurs, parce que ça dépend aussi de l'opposition, qu'il y aura un vote dès l'Assemblée nationale dans les 15 jours qui viennent. Ça dépend de l'obstruction qui est réalisée ou non, que chacun prenne Vous le ses souhaitez, mais vous ne responsabilités. pouvez pas le garantir. Et à la fin, la Première ministre l'a dit, le souhait ardent du gouvernement, c'est que nous n'ayons pas recours au 49.3 et que nous ayons un vote positif, explicite sur cette réforme. Je pense que ce serait mieux, en effet. Clément Beaune, sur l'ampleur de la mobilisation, hier, Laurent Berger avait ce commentaire, c'est donc le patron de la CFDT. Quelles sont les perspectives démocratiques, disait-il, quand on a une mobilisation comme celle-là, alors qu'il y a eu des réponses à des manifestations violentes au moment des Gilets jaunes? En gros, ce qu'il dit, en creux, c'est qu'il y a une prime à la violence. Le gouvernement répond quand ça casse et ne répond pas quand ça ne casse pas. Non, je crois que ce serait pas juste. Il faut entendre tous les malaises. Et je ne dis pas que là, il n'y a pas quelque chose qui s'exprime dans le pays. J'en suis même totalement convaincu. Moi, je vais tous les week-ends encore sur les marchés. Je continue, si je puis dire, ma campagne pour écouter et entendre. Donc vous sentez ce malaise. Mais je sens, pas que au moment de la réforme des retraites, je l'ai fait encore en décembre, etc., sur les questions, encore une fois, de pouvoir d'achat, de services publics. Il y a des questions qui se posent sur le système de santé, sur le système de transport public, et on doit apporter des réponses. Donc oui, je crois qu'il y a un certain nombre de doutes, d'interrogations et d'oppositions. Et encore une fois, pas que sur la réforme des retraites. Il faut l'entendre, mais je crois que tirer la conséquence, après on peut être d'accord ou pas sur les paramètres, d'une mobilisation, d'une opposition, que notre pays ne devrait plus être réformé, qu'il ne faut plus avancer, qu'il ne faut même pas réformer les retraites qui sont essentielles par la solidarité, le modèle social qu'elles portent. Là, je crois, c'est ma lecture politique, c'est ma conviction profonde qu'on ferait une erreur. Après cette réforme des retraites, elle ne résume pas tout
l'agenda politique du gouvernement et de la majorité. Il y aura une loi sur le travail, Alors, sur on les va en conditions de parler dans un travail. Il y aura instant. une grande loi sur l'écologie qui va arriver. Il y aura les lois sur les droits de société, comme la fin de vie. Non, mais c'est très Mais important on n'y est parce pas que, encore pour vous. Pour le mais coup, bien il y a sûr. quand même une grosse épreuve à Et passer ce que je veux d'abord. dire, c'est qu'on se projette dans un projet politique. Alors, Il y a la réforme des retraites parce que ça sauve notre système, mais il n'y aura pas que la réforme des retraites dans les mois qui viennent. Il y a toute une série de réformes importantes. selon si l'État donc Non, je sortirait... vous rassure, quoi qu'il arrive, il y aura des réformes apportées. Alors, restons encore un instant sur cette réforme des retraites. Vous le disiez tout à l'heure, la Première ministre, hier, a tenté de tendre la main aux Républicains en disant on va entendre la demande sur les carrières longues et ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans. Encore une fois, la CFDT, Laurent Berger, dit c'est une rustine. Certains élus LR, comme Aurélien Pradier, des députés derrière lui, disent c'est pas ce qu'on demande. Nous, on demande à ce qu'on puisse, quand on a cotisé au moins un trimestre avant 21 ans, se contenter de 43 annuités. Ça a servi à quoi ce bouger de la Première ministre si ni la CFDT ni l'ensemble des députés LR ne disent banco? Non, mais d'abord, revenons sur le fond. On voit bien, au-delà de telle ou telle position, LR ou CFDT, qu'il y avait, soyons francs, un doute sur une partie de la population qui étaient les personnes qui commençaient à travailler à 20 ans et qui tombaient en quelque sorte dans un trou de la raquette, qui n'étaient pas dans le dispositif carrière longue pour ceux qui avaient commencé à travailler très tôt, c'était avant 20 ans, et qui n'avaient pas commencé par définition à 21 ans. Et quand vous faites 21 ans plus 43 ans de cotisation, vous atteignez l'âge légal. Mais ça, vous le saviez dès le départ. Vous ne l'avez pas découvert subitement hier. Bien sûr, mais ça veut dire aussi, on nous dit il faut écouter, il faut comprendre, il faut améliorer. Il y avait un temps de présentation de la réforme, il y a un temps parlementaire. Ce sujet, le gouvernement l'a entendu, l'a chiffré, et la Première ministre l'a dit hier. Nous pensons que nous devons effectivement améliorer la réforme sur ce point, parce qu'il y avait un sentiment d'injustice. Bon, donc je crois que c'est une réponse de fond. C'est pas tellement avant tout pour telle ou telle Et personne. parce qu'il y a la volonté, comme vous le disiez tout à l'heure, d'avoir une majorité. En l'occurrence, une Bien majorité sûr. avec LR et de convaincre au moins une partie de Mais ses députés. vous savez, moi, j'ai travaillé sur les affaires européennes. J'ai regardé ce qui se passait dans beaucoup de démocraties parlementaires. C'est pas indigne de se dire que si une idée a été portée par un autre groupe politique, même si moi, c'est pas ma culture politique, la droite et LR au départ, de se dire que ça peut être une idée intéressante et de se dire qu'il faut avoir une majorité en enrichissant son texte. Donc vous êtes à l'aise Mais- avec le fait de gouverner avec LR et de dire que la alors majorité, ça, c'est Macronie plus non, LR. je ne suis pas dans l'idée qu'on gouverne avec LR, ça ne vous a pas échappé, ils ne sont pas au gouvernement, il y a des textes comme les énergies renouvelables, on a fait une alliance à gauche, tant mieux. Mais d'ailleurs, c'est intéressant que LR porte une mesure sociale et se fasse le chantre des carrières difficiles ou des carrières longues. C'est une évolution politique qui n'était pas tellement intuitive il y a encore quelques semaines. Clémentine Autain disait la semaine dernière à votre place que Éric Ciotti doublait Emmanuel Macron par sa gauche. Oui, parce que je crois aussi, j'ai entendu des députés comme Jérôme Guedj et d'autres plutôt à gauche qui disaient la même chose sur les 20 ans. Donc, à la limite, est-ce que c'est une question de justice, ce mouvement sur les 20 ans? Oui, Vous je dites le oui. crois. Et j'espère que ceux qui l'ont porté auront l'honnêteté et la responsabilité, les LR et d'autres, de dire c'est une avancée, c'est de la justice sociale et, je l'espère, du coup, on soutient le gouvernement sur ce point. Mais la sans semaine- surenchère et sans tactique politicienne. La semaine dernière, le politologue Jérôme Jaffray, ici même, disait il y a quand même un glissement politique de la Macronie, de son point de vue, vers l'occupation d'un bloc conservateur. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que vous incarnez aujourd'hui le bloc conservateur en France? Non, je ne me reconnais pas là-dedans. Qu'il y ait des électeurs qui viennent de la droite, qui ont soutenu Emmanuel Macron et qui ont élu des députés de la majorité, c'est sans doute un fait et c'est possible. Mais moi, je suis dans l'aventure, si je puis dire, politique de ce dépassement depuis 2016. Je viens de la gauche et je me ressens toujours comme tel. Parce que je crois qu'on n'a pas trahi l'idéal européen, au contraire. Je crois que réformer notre système social pour le préserver, après on peut discuter des modalités, c'est notre ADN. Je crois que défendre la laïcité de l'école, on l'a fait, c'est notre ADN. Je crois, et je porterai avec Christophe Béchu, cela dans les prochains mois, on fera une grande loi sur l'écologie, les transports, l'infrastructure ferroviaire. Ce sera aussi assumer une transition écologique concrète. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat et pas de désaccord et pas des nuances. Où y en a-t-il pas dans la politique française au sein des partis? Vous croyez qu'ils sont tous parfaitement cohérents? Mais vous dites Mais qu'il n'y a pas eu de glissement de la Les Macronie. conservateurs en particulier, je rejette ce mot, parce qu'être conservateur, c'est ne pas bouger, considérer que la situation actuelle est bonne et qu'il ne faudrait pas aider, notamment ceux qui sont les plus en difficulté, à sauver leur retraite, à améliorer l'école, à réformer le système de santé. Honnêtement, on peut reprocher beaucoup de choses à cette majorité si on le souhaite, mais pas l'immobilisme et pas le manque de courage. Alors, si vous n'êtes pas dans l'immobilisme et le conservatisme, pourquoi ne pas faire la réforme des régimes spéciaux dès aujourd'hui? À droite, pour le coup, c'est ce que certains vous demandent au nom de la justice. Mais- Xavier Bertrand dit n'attendons pas 40 Aussi, ans. pardon, là, il y a une perte de boussole totale. J'ai entendu Xavier Bertrand, que je respecte. Mmh. Il a été en charge d'une réforme des retraites. Il n'a jamais fait ça. Bon. On nous a expliqué service minimum, fin des régimes spéciaux. Ça n'a jamais été fait par la droite. Nous, on le fait de manière juste et équilibrée. Je l'assume. En un mot. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, il y aura, puisque la SNCF c'était déjà fait pour la RATP, la fin du régime spécial de retraite. Les nouveaux recrutés, Dans 40 ans.
Non, pardon, les nouveaux recrutés dès cette année. Ils ne partent pas à la retraite aujourd'hui, Non, mais heureusement. d'accord. Les nouveaux recrutés, je le précise, dès cette année, seront aux règles générales de l'âge légal que tout le monde a. Mais ceux qui ont été recrutés avant, c'est vrai à la SNCF pour la réforme qu'on a faite il y a 4 ans, c'est vrai à la RATP aujourd'hui, on ne casse pas leur contrat. Mais moi, je l'assume. Oui, ça prendra du temps, mais quelqu'un qui a signé un contrat de travail, il y a des avantages et des inconvénients au statut. Mais pour le coup, là, vous le faites par, Mais moi, je me vois par pas... crainte de blocage. C'est ce qui vous retient de le faire. Pardon. Regardez d'ailleurs, il y a de la mobilisation. S'il n'y avait rien du tout, il n'y en aurait pas. Et les salariés de la RATP et de la SNCF, pour prendre ces deux régimes spéciaux, même ceux qui sont au statut et au régime spécial, ils vont, comme tous les Français, faire un effort avec un décalage de l'âge légal. Pour eux aussi, ils ne sont pas exemptés de ça. En revanche, j'assume que quand on avait un âge légal plus bas, 52, 57 ans, pour les historiques, ceux qui ont eu des contrats de travail anciens, ben on ne casse pas tout. Moi, je l'assume. Je l'ai dit les yeux dans les yeux, encore récemment, des agents de la RATP et de la SNCF. Je ne les stigmatiserai pas comme des privilégiés. Je respecte le contrat social. Ils font le même effort que tous les Français, plus 2 ans. Et mais ils gardent pour les leur nouveaux, spécificité. oui, et pour les nouveaux, il y aura les règles générales. C'est quelque chose que personne n'avait jamais fait et j'assume cet équilibre. Aujourd'hui, donc, le texte arrive en séance publique à l'Assemblée. Votre collègue du gouvernement, Olivier Véran, hier dénonçait l'obstruction, je cite, bête et méchante de la NUPES. Il dit c'est comme quand vous jetez de la soupe à la tomate sur un tableau. Est-ce que vous reprendriez ces formulations? Je reprends jamais les mots des autres, vous me permettrez, j'ai les miens. J'ai peut-être ce tort, moi je suis plutôt quelqu'un d'apaisant et d'équilibré. Je pense qu'il y a une technique d'obstruction. D'ailleurs, ce n'est pas un scoop qu'Olivier Véran a révélé. Sandrine Rousseau elle-même a dit publiquement devant les caméras, on fait de l'obstruction. Je ne sais pas si c'est bête et méchant, en tout cas, c'est totalement contre-productif. On ne peut pas. D'ailleurs, Laurent Berger lui-même l'a dit hier dans la presse encore. Il a dit j'appelle les parlementaires à faire leur boulot de parlementaire, c'est-à-dire à débattre du fond. Quand vous avez des amendements qui décalent d'un jour l'âge légal de la retraite, puis de 2 jours, puis de 3 jours, des centaines et des milliers d'amendements, près de 20 000 pour la seule NUPES. Est-ce que c'est du débat démocratique intelligent ou est-ce que c'est une technique de blocage pour faire du buzz? Je crois que c'est du buzz et pas de la démocratie mature. Dans l'hémicycle cet après-midi, c'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui portera le texte, visé, et il le reconnaît, par des accusations de favoritisme dans l'attribution d'un marché public lorsqu'il était maire d'Annonay. La Première ministre a réaffirmé sa confiance dans le ministre du Travail. Ça veut dire que c'est totalement indifférent pour le gouvernement d'avoir cet après-midi, face aux oppositions, sur un texte aussi stratégique, un ministre accusé de favoritisme. Pardon, c'est pas indifférent, mais ce sont deux choses différentes. Il y a un ministre qui est ministre de plein exercice, Olivier Dussopt, à qui la Première ministre a été très claire en rappelant sa confiance. Et il y a une procédure qui n'est pas nouvelle, à ma connaissance. Il fait l'objet d'une enquête sur, je crois, au départ 5 griefs depuis 2020. 4 ont déjà été écartés, si j'ai bien compris. Il y a un sujet, qui n'est pas d'ailleurs de l'enrichissement personnel du tout, qui s'appelle favoritisme et qui fait l'objet d'une procédure. Mais pardon, c'est comme dans tout, présomption d'innocence et travail de la justice qu'on respecte. Le ministre du Travail, il est en charge d'une réforme essentielle. Il est parfaitement légitime dans sa fonction. Il va continuer. Et puis, il y a un travail judiciaire que je n'ai pas à commenter, qui se poursuit, sur lequel Olivier Dussopt, c'est son droit de citoyen. Comme ministre, il n'a pas plus, pas moins de droit, a dit qu'il apporterait toutes les réponses. Donc laissons ce processus en parallèle se poursuivre. Alors, vous disiez tout à l'heure, il y a aussi une loi sur le travail qui suivra, même si ses contours ne sont pas encore tout à fait précis. On voit que déjà chacun apporte ses contributions au débat. Bon, déjà, dans le débat retraite, on a eu les questions sur l'emploi des seniors, le temps de travail. Votre partenaire du MoDem, à un moment, a évoqué l'idée de porter le travail à 35h30. Votre collègue Gabriel Attal dit on va le tester 35 heures sur 4 jours pour certains fonctionnaires. Bruno Le Maire, à votre place la semaine dernière, disait il y a le partage de la valeur aussi qui est très important entre patrons et salariés. Qu'est-ce que vous proposez prioritairement? Qu'est-ce que vous souhaitez voir dans cette loi qui serait indispensable sur le travail? D'abord, effectivement, ces flexibilités-là, ça peut être des expérimentations, c'est très important. Moi, dans le secteur qui m'occupe, la SNCF, la RATP, j'ai déjà demandé, dès le 10 janvier, j'ai reçu le jour de la présentation de la réforme des retraites, le patron de la SNCF, le patron de la RATP, je leur ai dit, on va réformer les règles, notamment les régimes spéciaux, mais vous êtes des grandes entreprises publiques, vous êtes des exemples, vous avez une tradition de protection et d'innovation sociale. Inventez aussi, dans les déroulements de carrière, dans les reconversions professionnelles, dans les formations internes, des règles nouvelles, parce que ce que pose la question des retraites est peut-être une partie du malaise. C'est que les gens se disent, mais éventuellement, travailler plus si je suis épanoui, pourquoi pas? Mais quand je suis fatigué, quand je suis usé, quand je suis lassé par mon travail, le travail, c'est un motif d'épanouissement, mais regardons les choses en face, ça peut être aussi une douleur. Mais vous souhaitez une quand même usure. globalement que les Français travaillent plus. Est-ce que Mais c'est votre c'est- horizon, votre projet de société? C'est pas, le projet de société ne se résume pas à ça, il faut travailler mieux. Bon. Travailler plus Alors, collectivement. pour d'autres, c'est travailler moins. Sandrine Rousseau répète, vous la citiez Oui. régulièrement, elle prône le droit à la paresse. Elle dit mon horizon, c'est pas travailler plus Est-ce ou qu'on mieux, peut c'est travailler sortir, moins. je pense aussi, est-ce qu'on peut sortir de la caricature
entre un éloge fumeux du droit à la paresse. Je n'y crois pas, et je crois d'ailleurs que ça n'est pas l'histoire de la gauche. J'entendais des gens, je citerai aussi Jérôme Guedj, que je citais, un député socialiste que je respecte, qui disait la gauche ne doit pas abandonner la valeur travail. Moi, j'en viens. J'ai toujours considéré, mes références étaient Michel Rocard, Jean-Pierre Chevènement, que la gauche était le travail, parce que le travail, c'est l'opposé de la rente, et c'est aussi l'émancipation et l'ascension sociale. Après, est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre dans l'illusion que le travail est toujours une émancipation pour tous et toutes? Je ne crois pas. Il y a des gens qui souffrent au travail, il y a des maladies professionnelles, il y a des gens qui en ont marre. Moi, je viens d'une famille où il y a beaucoup de soignants, c'est très fatigant. Donc, réinventer des rythmes, la question des horaires, réinventer des reconversions, des formations professionnelles. Il y a des pays qui ont réussi. La Suède, le Danemark, par exemple, ils ont des seniors qui travaillent plus tard pour un meilleur taux d'emploi et il y a moins de mal-être au travail. Et donc, la question des retraites, si elle permet de tirer ce fil, si je puis dire, du déroulement de la carrière, il faut le faire avec toutes ces questions, reconversion, maladie professionnelle, formation tout au long de la vie, où la France est objectivement en retard. Clément Beaune, un petit mot encore pour terminer. Il y a aussi la question, à travers cette réforme, de la justice, de la répartition des efforts. Tous ces prochains jours, on va avoir la publication de bénéfices annuels records par des entreprises du CAC 40. Rien que pour Total, ça devrait être 25 milliards. Au total, pour toutes les entreprises du CAC 40, on sera sûrement autour de 170 milliards d'euros. Il n'y a rien à aller chercher du côté de ces entreprises-là. D'ailleurs, la question pourrait aussi se poser pour les sociétés d'autoroutes qui vont très bien et qui facturent des péages très chers. En tout état de cause, le gouvernement dit toujours non quand il s'agit d'aller chercher de l'argent. La gauche vous dirait là où il est? Non, mais moi, j'ai aucun problème avec la fiscalité. On a d'ailleurs un pays... Le gouvernement dit on ne l'augmente pas. On est un pays où encore aujourd'hui, la fiscalité, notamment des entreprises, est élevée, beaucoup plus élevée que la moyenne européenne. Et c'est nous, je l'ai construit moi-même d'ailleurs avec le président de la République, qui sommes allés chercher des taxations internationales, des multinationales, y compris françaises parfois, qui font des bénéfices et qui font de l'optimisation fiscale, comme on dit poliment. Donc, qu'on taxe les entreprises, qu'on ait un impôt sur les sociétés qui reste élevé, même si on l'a baissé aussi pour les questions d'emploi et d'attractivité, je pense que ça, c'est important. Après, faire du ponctuel, je n'y crois pas beaucoup. Sur les sociétés d'autoroute en particulier, il n'y a pas de tabou. Moi, je n'ai pas de sympathie particulière. Il faut qu'elles mettent des investissements en face des bénéfices qu'elles font. Et puis, il faut qu'elles financent mieux la transition écologique. Et donc, on regardera tout, y compris la fiscalité, dans les mois qui viennent. Mais pas de baisse des péages, pour le coup. Alors, pour un mot, les péages, on a protégé les Français, c'est moins que l'inflation. C'est un contrat qu'on a avec les sociétés d'autoroute. Je leur ai demandé aussi d'investir beaucoup plus dans la transition écologique, covoiturage, bornes électriques. Et on peut poser la question de l'avenir des concessions. On le fera dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Clément Beaune, d'avoir été avec nous ce matin.